Bienvenue pour notre webinaire du jour. Je suis content de vous retrouver après les vacances, qui sont pour certains certainement un peu lointaines. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bonjour à vous. Bienvenue pour ce webinaire sur le recrutement des commerciaux. Vous êtes au bon endroit. Je vous laisse arriver tranquillement. On va démarrer dans 2 minutes. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc je suis à l'arrière de la scène. Vous avez Nicolas qui va modérer avec moi ce webinar. Nicolas, je ne sais plus comment on fait pour que je sois un petit peu plus gros, parce que là je suis vraiment en tout petit et je ne sais plus où c'est. Si toi tu sais, je veux bien que tu me mettes en un petit peu plus gros quand même. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Et donc si Nico, tu sais comment me mettre un... Ouais, voilà, pas mal quand même. Il y a un humain derrière ce slide. Et donc c'est pas moi qui ai les bras grands ouverts. J'aurais bien aimé prendre une photo comme celle-ci pendant mes vacances, mais c'est pas une photo de vacances. Bienvenue à tous. Donc écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Questio, on est une solution qui accompagne les entreprises sur la performance commerciale. On a développé depuis 2018 une plateforme d'excellence commerciale qui permet d'analyser, donc de s'évaluer ou d'évaluer son entreprise, d'apprendre, donc toutes les approches et les solutions de formation et de coaching, de structurer, donc pour des dirigeants, par exemple, de mettre en place un CRM, par exemple, de mettre en place une stratégie commerciale, et puis de partager. Donc on a toute une logique communautaire qui permet à l'ensemble de nos clients de partager, d'assister à des événements et de se développer. Donc, si on doit résumer, on a une solution de peer learning, c'est-à-dire d'apprentissage de pair à pair avec d'autres personnes qui font les mêmes métiers que vous, de consulting pour la stratégie, l'organisation, les process et les outils, et puis sur la partie apprentissage, des solutions avec un catalogue de formation et de coaching, et tout ça via la plateforme Questio, qui permet de retrouver nos experts et l'ensemble des contenus. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, j'espère que je suis mieux en vrai. Pour ce webinaire sur les bonnes techniques, les bonnes approches pour réussir les recrutements ou vos recrutements commerciaux. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous avez ce sujet sur le recrutement de commerciaux. Et puis, si vous êtes dans des fonctions commerciales, eh bien, évidemment, en effet miroir, j'espère que ça vous donnera des indications sur la bonne façon de se faire recruter dans les entreprises que vous cherchez dans lesquelles vous cherchez à rentrer. Donc, c'est plutôt adressé à des personnes qui recrutent, mais tout le monde est bienvenu et peut-être que ça inspirera des commerciaux pour se faire recruter. Une seule règle, je vois que par exemple Léo, qui fait partie de l'équipe Questio, est présent. Évidemment, Léo, ça ne s'applique pas pour toi. Tu es là pour apprendre à vendre le recrutement commercial et ne pas te faire recruter ailleurs. Donc bienvenue à tous. Et donc ce que je vous propose, c'est d'abord, avant de commencer, de faire un petit peu plus de connaissances. Donc je veux bien, il y a une centaine d'inscrits, donc on doit être à peu près 40 ou 50 présents, j'imagine. Ce que j'aimerais bien, c'est savoir qui vous êtes. Donc je veux bien, au-delà de votre prénom et votre nom, si vous pouvez remplir le sondage que vient de lancer Nicolas. Et puis, si vous pouvez aussi, en plus du sondage, sur le chat, nous dire si vous êtes quelle société, quelle fonction. Si vous voulez faire un peu de publicité pour votre société dans le chat, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, on est là pour le business. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, je veux bien savoir quelle est votre fonction. Donc, on a des dirigeants, on a des managers, on a des commerciaux, on a 64% du public qui est plutôt RH. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque c'est bien à destination de profil RH. Et puis, je suis heureux d'avoir avec nous. Je sais que j'ai vu des prénoms et des noms de personnes qui sont accompagnées par Questio. Donc évidemment, en tant que client, vous avez la possibilité d'accéder à tous ces lives et à leurs replays et à tous les trames qu'on pourra présenter. Et donc, je veux bien avoir
aussi des informations. Alors, je vais laisser tourner un petit peu le sondage. Et puis, je vais un peu découvrir donc Flora, responsable du recrutement pour A+ Énergie. Très bien. Manon, chargé de recrutement pour ProDays Group. Très bien. Iman, chef des ventes. Alors du coup, là, ça défile vite, il faut que je reste concentré. Donc, Iman, chef des ventes pour Testoon. OK. Client de Questio, Gutilab, bienvenue. Sherazade, responsable RH, chef des ventes chez Bering. Ravi de vous voir. J'ai pas mal de clients. On a pas mal de clients avec nous. C'est super. Donc, Lucie, We Smile. Je cherche des commerciaux sur toute la France pour vendre notre service aux PME. Ça tombe bien. Caroline, responsable commerciale pour Fast Lane. Excellent. Spécialiste pour les formations IT éditeur. OK. Shakib, je vais pas tout lire, mais donc je fais rapide. Audit, conseil, formation, recrutement. OK. Donc, dans le recrutement, et plutôt sur le Maroc, très bien. On a Viviane qui est DRH WeSmile, donc on a 2 personnes de WeSmile, je suis ravi de vous avoir avec nous, A+ Énergie. Et puis, je ne pourrai pas tout lire, donc je vous invite à lire Iman, qui est donc cliente, qui est de chez Mobilitae, Julien, Head of Sales TTI, j'imagine, TTI, Zayed. Donc, écoutez, vous pouvez déjà, entre vous, prendre vos coordonnées. Et puis, moi, je continue à lire un petit peu. Donc, la question, donc je fais end poll. Voilà, j'arrête le sondage. Donc, nous avons ici présent dans la salle aujourd'hui, la salle virtuelle, mais c'est quand même une salle, 57% de personnes qui sont dans les fonctions RH, 11% de commerciaux qui vont donc en tirer des apprentissages pour eux, pour se faire recruter ou vendre du recrutement. Des managers commerciaux pour 7%, 11% de dirigeants d'entreprise. Super. Et puis, Nicolas, je veux bien que tu lances le deuxième sondage. Si vous êtes là, est-ce que vous avez des recrutements? Oui, plusieurs. Start poll, yes. Oui, plusieurs. Oui, un seul. Prochainement ou non. Vous n'avez pas de recrutement en cours. Ça me permet aussi d'être plus calibré sur l'intervention. Même si le sujet est recrutement, on peut avoir des situations assez variées. Donc 61% oui plusieurs, oui un seul, prochainement, et non, c'est en train de bouger, ça bouge encore le sondage. Donc 23% qui ne sont pas en situation de recruter, mais quand même 75% de notre public présent aujourd'hui, nos auditeurs, comme on dit à la radio, qui sont dans une situation de recruter. Ok, écoutez, super. Je pense qu'on a fait assez connaissance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Fabien Contet, donc je suis président fondateur de Questio. J'accompagne les entreprises en consulting, en coaching, en formation depuis longtemps. Depuis 2001, j'ai créé Questio en 2005. Et sur le sujet du recrutement, j'ai vécu 2 situations. La situation d'avoir des clients en train de chercher à recruter et avoir des difficultés à recruter. Et là, on a été dans une logique de les aider, de structurer des processus, des méthodes, des outils pour améliorer la réussite du recrutement commercial. Et puis, le deuxième volet de mon intervention, c'est qu'on a développé une offre de recrutement de commerciaux, de direction commerciale, donc de commerciaux, de managers commerciaux, de direction commerciale, depuis presque 1 an maintenant. Et donc, l'idée, c'est de vous partager les clés de succès et évidemment ce qu'on a mis en place qui peut aider. Donc, je pense que ça va vous servir sur 2 aspects. Peut-être faire bouger vos outils, vos méthodes, et puis être inspiré par cette approche qui fonctionne plutôt très bien. Donc, je vais commencer avec quelques chiffres. Je pense que vous les connaissez si vous êtes proche des fonctions commerciales. Il y a en ce moment, alors selon les années et selon la tendance économique, entre 100 et 300 000 postes en permanence à pourvoir dans le domaine commercial. On dit qu'il manque beaucoup de postes. Alors il y a à peu près, je vais reprendre les chiffres, 3 millions de postes à pourvoir, tout métier, tout secteur confondu. D'accord? Dans ces 3 millions, on va dire qu'il y a 10 à 20%, donc ça fait 300 à 400 000 postes à pourvoir, et on dit que plus de la moitié, plus de 30 à 40% ont du mal à être pourvus, donc 30% des entreprises n'arrivent pas à recruter dans le domaine commercial. Donc si vous avez du mal, c'est assez logique. Donc voilà, 200 à 300 000 postes à pourvoir, 30% des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, et le pire, c'est que même quand elles arrivent à recruter, malheureusement, 20 à 30% des commerciaux ne poursuivent pas et arrêtent pendant la période d'essai.
Alors ça, c'est un peu catastrophique parce que vous voyez le coût que ça prend, ce que ça représente, vous voyez le temps que ça prend. Et donc aujourd'hui, on est sur un poste, le poste commercial est un poste très recherché. On connaît tous la culture française dans le rapport au métier commercial, même si c'est en train d'évoluer. On a quand même, voilà, il y a une petite aversion sur ces métiers-là, donc il n'y a pas beaucoup de candidats qui se présentent. Et puis pour ceux qui sont en démarche de se présenter, eh bien malheureusement pour quasiment un tiers d'entre eux, ils ne poursuivent pas après la période d'essai. Donc ça c'est catastrophique parce qu'en plus ça a des effets négatifs en interne, d'accord. Là je ne parle même pas des entreprises qui arrêtent avec un commercial, je parle des commerciaux qui décident d'arrêter. Donc ces chiffres sont quand même assez marquants et c'est pour ça qu'on considère, nous, chez Questio, qu'il y a vraiment quelque chose à faire au-delà de structurer les processus commerciaux, au-delà de former. Il manque des commerciaux. Donc on considère qu'on a une mission forte à avoir autour du recrutement commercial. Alors il y a des sociétés spécialisées dans le recrutement commercial. Nous, on considère que ça fait partie de ce qui aide à l'excellence commerciale de l'entreprise. Donc on va s'appuyer sur nos savoirs en méthode, en termes d'excellence commerciale. On est spécialiste de la performance commerciale et on est un acteur autour du recrutement. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on a décidé de créer Questio School, qui démarre mi-octobre. Le but de Questio School, c'est de travailler la reconversion professionnelle pour des personnes en recherche d'emploi, pour étoffer le nombre de commerciaux en France, avoir plus de personnes qui vont vers le métier commercial. On les forme pendant 1 an et elles seront en alternance. Donc, si vous êtes intéressé, c'est aussi un point, vous pouvez nous le noter en chat, en message, parce que on va avoir une promotion qui démarre mi-octobre et on a encore quelques alternants à présenter aux entreprises. Et donc, nous, on présente les candidats. Et là, c'est vraiment un processus d'alternance dans lequel ils auront 5 semaines chez nous, puis 1 semaine toutes les 5 semaines. Donc, ils sont avec vous pendant à chaque fois 4 semaines de suite, puis 1 semaine de battement, puis 4 semaines à nouveau. Donc, très présents dans votre entreprise. Donc ça, c'est aussi une des voies qui peut être intéressante, c'est démarrer par des alternants, par un alternant. C'est aussi une voie qui est intéressante. Notre spécialité sur Questio School, c'est que ce soit une logique de spécialisation. Ils ont vraiment 1 an dans lequel ils sont formés à toutes les compétences commerciales. Voilà. Alors, je n'avais pas prévu de parler de Questio School aussitôt, mais clairement, quand on voit les chiffres, ça me paraît utile d'en parler à ce moment-là. Donc maintenant, ce que je vais voir avec vous et ce que je vais partager, alors n'hésitez pas à poser des questions. Vous êtes vraiment... Alors Frédéric, je reprendrai la source. C'est une bonne question. Captain Contrat, Legal Place. Donc c'est une société qui est autour du droit du travail qui a sorti et donné ce chiffre sur son site de 20 à 30% des commerciaux qui mettent fin à leur période d'essai. Donc à mon avis, c'est à partir de leur base, Frédéric, que ce chiffre de 20 à 30% d'arrêt de la période d'essai a été donné. Donc c'est Captain Contrat qui est un acteur autour du légal qui a fourni ce chiffre. Donc n'hésitez pas sur toutes les questions, vous pouvez les poser dans le chat visible à tout le monde ou dans le Q&A only qui est aussi une possibilité sur le webinar d'avoir des réponses. Alors, je vais d'abord citer quelques erreurs à éviter. Je vais être un peu dur avec les cabinets de recrutement, donc je ne sais pas si certains sont présents, mais j'ai quand même l'impression que tout le monde fait le métier de la même manière et il y a des choses que je ne trouve absolument pas normales dans le fonctionnement du recrutement et des processus de recrutement aujourd'hui. La première chose, c'est une tendance que j'observe et c'est pour ça qu'on a une logique d'un taux de rupture en période d'essai qui est de plus en plus élevé, c'est que comme il manque de candidats, on a tendance à accepter quelques défauts et finalement à sauter sur le premier venu. Quand on reprend, nous, objectivement, dans des mises en situation des candidats, on se dit mais comment est-ce qu'il a pu passer le premier et le deuxième entretien? Donc il y a une tendance à baisser le niveau d'exigence en se disant bah ça va le faire, allez on le tente, finalement on le formera nous-mêmes ou oh, bah il va apprendre sur le tas. Donc il y a une tendance que je remarque, c'est absolument pas statistique, il n'y a pas de chiffres derrière, mais c'est vraiment une observation. C'est que c'est pas parce que il y a peu de candidats qu'il faut diminuer ses exigences sur le recrutement. Ça paraît simple à dire, mais ça veut donc dire qu'on va travailler plutôt le qualitatif du recrutement que le quantitatif.
Ça veut dire que les démarches de recrutement dans lesquelles on fait du quantitatif ne fonctionnent pas, et je vais essayer de vous montrer comment on peut faire autrement, parce que pour moi, elles ne fonctionnent pas pour les commerciaux. Pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? C'est parce que les commerciaux, globalement, ont le pouvoir. Soit ils sortent d'école et ils vont avoir des niveaux d'exigence et sur les salaires et sur les conditions de travail qui vont être déjà élevés, soit ils sont déjà commerciaux et là, ils ont la possibilité de changer très facilement. J'ai l'exemple encore d'une personne qu'on a accompagnée qui, en moins de 3 mois, à partir du moment où il avait décidé, a pu même avoir le choix sur son poste. Ça veut dire qu'en tant que recruteur, vous êtes dans une relation inversée, vous avez certainement déjà senti, et dans lequel, si on n'est pas sur des démarches qualitatives, eh bien, on va pas attirer. Et si on fait dans le quantitatif et qu'on prend une personne qu'on ne sent pas, eh bien là pour le coup, le proverbe bien connu quand il y a quand il y a un défaut, il y a pas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, va être applicable. Donc ne pas diminuer son niveau d'exigence et plutôt travailler autrement pour le recrutement commercial. Le deuxième erreur à éviter, c'est que le processus de recrutement et les méthodes de recrutement sont souvent basées sur le CV et dans lequel on va demander à la personne de donner des preuves des réussites passées. Je considère que c'est une erreur, parce que la réussite passée ne présage pas de sa performance future. Un commercial, pour qu'il performe, il y a certes sa personnalité, sa maîtrise des techniques, mais très souvent, on va lui poser des questions dans lesquelles il n'y aura pas de distinction. Ça veut dire qu'il peut vous raconter une très belle histoire d'un super deal gagné, dans lequel, en réalité, les conditions tarifaires, le niveau d'innovation sur le produit, le niveau de concurrence qu'il a eu en face de lui sur ce deal, le niveau de relation peut-être de quelqu'un d'autre que lui dans l'entreprise avec ce client, bref, tout l'environnement a pu influencer largement, au moins autant que lui, d'accord, le fait qu'il ait eu des réussites. Donc, sa réussite passée, il va en plus, s'il a quelques appétences commerciales, il saura bien vous raconter l'histoire. Et cette histoire-là peut vous donner l'impression que ça présage de sa performance future chez vous. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment un élément très important, c'est que ce qui influence le résultat commercial, ce sont des facteurs externes, la clientèle, le niveau de demande, l'offre, le positionnement par rapport à la concurrence, et des facteurs internes, la qualité du produit, la logistique, le service client, la notoriété de la marque, tout ça, c'est des facteurs internes. Un commercial, il est dépendant de ces deux facteurs, mais c'est pas là-dessus qu'il agit. Il agit sur son activité, sur son intensité commerciale, sur sa maîtrise du process et des méthodes commerciales. Et de ce fait, ces éléments-là, quand il vous raconte l'histoire, vous ne pourrez pas distinguer ce qui est du facteur interne, ce qui est du facteur externe, ou ce qui est vraiment ce sur quoi il a agi lui-même, c'est-à-dire son activité, sa maîtrise des compétences, ses compétences humaines. Donc vous allez voir, je vais vous recommander de modifier votre méthode et vous pouvez lire le CV pour des éléments de base, mais oubliez-le pour vérifier si c'est un bon commercial, parce que ça ne marche pas. D'accord? Donc deuxième erreur à éviter, de s'appuyer sur la belle histoire de performance passée. Contrairement à d'autres métiers. Quand on demande à quelqu'un qui est chef de projet de décrire un projet, on a quand même pas mal d'éléments dans sa façon d'expliquer le projet dans lequel on va sentir sa technique pour conduire le projet. Donc, dans le domaine commercial, c'est plus compliqué parce que vraiment, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu. Donc, je vois Shakib qui dit « Je confirme ». Je pense que vous pouvez être un certain nombre à considérer que cette logique-là, effectivement, est très dangereuse. Si on ne demande pas de métrique au commercial lors de l'entretien, comment s'assurer qu'il est bon en prospection, par exemple? Eh ben, je vais y venir, Peggy. Je vais vous proposer des approches. C'est une bonne question. Effectivement, le métrique en lui-même, c'est une indication, mais ça ne va pas vous permettre de vérifier puisque sa performance passée, on a déjà vu des commerciaux qui expliquaient qu'ils faisaient 10 rendez-vous par semaine, et en réalité, quand ils arrivent dans une même entreprise, ils en font 3. Pourquoi? Eh bien parce que si le dispositif commercial de son entreprise passée lui permettait d'avoir beaucoup de leads entrants, beaucoup de marketing et des investissements qui lui permettaient d'avoir facilement 10 rendez-vous, ça ne veut pas du tout dire que chez vous, il fera 10 rendez-vous. Donc, il y a tout un élément de contexte d'entreprise qu'on ne peut pas répliquer et qui ne présage pas de sa performance future.
Troisième erreur à éviter, on veut recruter quelqu'un de notre secteur. Donc, on veut que des tomates rouges. Et puis, alors, s'il y en a qui sont un peu jaunes, orange ou vertes, ah non, non, nous, ça, c'est pas le même secteur. Pour moi, c'est une erreur parce que déjà, ça vous fait perdre beaucoup de candidats potentiels. Et puis, en plus, le sujet, c'est pas le secteur d'activité. Le vrai sujet, c'est le modèle de vente. Est-ce que le modèle de vente dans lequel il est aujourd'hui correspond au vôtre? Alors, je vais faire simple, modèle de vente B2B, B2C. Est-ce qu'ils vend à des entreprises ou est-ce qu'ils vend à des particuliers? Et puis après, il y a un peu des nuances. B2B, B2C, ils vendent à des entreprises qui distribuent, donc ils vendent à des distributeurs. Donc déjà, il y a 3 modèles de vente et on peut un peu complexifier. Ils vendent à des partenaires, donc il est en relation avec des partenaires. Et puis dans les distributeurs, est-ce qu'il y a 2 ou 3 niveaux? D'accord? Quand on est en B2B, vers quelle taille d'entreprise il est? Est-ce qu'il est plutôt auprès de PME ou auprès de grands comptes? D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle de vente B2B, grand compte. Clairement, s'il a fait que de la PME, dans lequel il n'a pas compris le multi-interlocuteur, le fait que une vente s'appuie sur des éléments politiques, stratégiques, tactiques, et pas sur un cycle de vente et une vente courte, bah, c'est complètement différent. Donc, quel est son modèle de vente aujourd'hui et est-ce qu'il correspond au vôtre? 2, quel type de société ou d'interlocuteur il a en termes de clientèle aujourd'hui? Ça, c'est important. Et alors, pour le coup, choisir quelqu'un qui vient de votre secteur, bah, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui connaît bien votre secteur, mais qui ne connaît pas bien votre modèle de vente. J'ai vu des clients qui ont recruté des gens dans le secteur du luxe, alors que ils étaient une entreprise de B2B, et ils ont recruté des gens qui étaient dans le secteur du luxe, mais en retail, auprès de distributeurs. Eh ben non, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le temps que les personnes comprennent ce que c'est la vente auprès de grands comptes dans le secteur du luxe par rapport à la vente en retail, eh ben, le chemin était beaucoup trop long. Et pourtant, c'était quelqu'un qui venait du bon secteur. Donc, ma recommandation, c'est il vaut mieux quelqu'un, par exemple, qui vend auprès du secteur du luxe, mais qui est dans la vente, par exemple, de logiciels, d'accord? Donc, pas forcément tagué luxe au départ, mais qui connaît ce type de clientèle. Donc, modèle de vente, type de clientèle est beaucoup plus important que le secteur, d'accord? Et là-dessus, pour moi, c'est une erreur. Et en plus, je vais aller plus loin, c'est que vous augmentez votre risque de dépendance, parce que s'il développe un réseau de contacts et de clientèle dans ce secteur, vous êtes pieds et poings liés. Le jour où il part avec ses copains. Il part avec les connaissances qu'il a dans ce secteur. Alors que si vous prenez quelqu'un qui maîtrise votre modèle de vente, mais qui ne vient, certes, il vient pas avec du réseau, mais le réseau, il va le construire. Une entreprise, si elle achète aujourd'hui des commerciaux qui ont un réseau sur le secteur, c'est bien, mais c'est hyper dangereux parce que vous dépendez vraiment de leur portefeuille de clientèle. Et donc, si vous achetez une clientèle, c'est encore tout un autre projet, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec cette erreur, si vous ressentez que c'est quelque chose qui doit bouger chez vous. Est-ce que aujourd'hui, vous sentez que ce sujet du secteur, c'est un frein? Moi, je vois beaucoup de sociétés préférer rester dans le même secteur plutôt que de se poser la question du modèle de vente. Est-ce que vous considérez, voilà, je vous laisse réagir, que c'est effectivement quelque chose que vous pouvez faire bouger. Alors, Shakib, je vais venir à ce sujet de comment mesurer la fibre commerciale. Il y a vraiment des approches qui permettent de le faire de manière très efficace. Donc, la troisième erreur, c'est rester collé à un secteur. Si vous sentez que ça vous concerne, je veux bien que vous réagissiez. Ça me permettra de voir si effectivement cette notion de cette erreur sur le secteur vous concerne, parce que c'est vraiment un point que j'observe très souvent et qui limite du coup le champ de recherche. Dernière erreur, alors pardon, excusez-moi. Donc on a fini pour les erreurs. Voilà, de nombreux secteurs et à chaque fois finalement des modèles de vente qui pouvaient être les mêmes, mais dans des secteurs très différents. C'était plus simple pour la compréhension de l'offre en temps de prise de poste. Oui, le sujet de la compréhension de l'offre, effectivement, c'est un point où on se dit, bon, bah, il va comprendre plus vite, c'est vrai. Mais pour moi, aujourd'hui, le sujet, c'est surtout, il y a effectivement l'offre, mais il va y avoir toutes les techniques commerciales, tout le rapport à la clientèle qui est vraiment un point très important. Donc, je vois par exemple, Julie, effectivement, la relation à une clientèle de type agriculteur est importante. Par contre, savoir si ce sont des personnes plutôt des techniciens, enfin sur des postes commerciaux,
s'il faut quelqu'un qui est plutôt technicien en agronomie, ou si on peut avoir des personnes un peu plus commerciales, mais qui sont habituées à la relation agriculteur, c'est une bonne question. D'accord ? Donc effectivement, toute la recherche d'aller chercher quelqu'un à la concurrence, pour moi, mais c'est un point de vue, hein, c'est une erreur énorme. Parce que aller chercher quelqu'un à la concurrence, on se dit, oui, il va faire la même chose, finalement il connaît, ça va aller très vite. Ouais, d'accord, mais à un moment donné, c'est complètement... moi, je trouve ça un peu bizarre, en fait. Comment on s'enrichit, certes, on peut y gagner, mais si c'est vraiment sur des marchés très consolidés et qu'on est en concurrence frontale, je suis pas trop à l'aise avec cette idée d'aller chercher la concurrence. Sur un service technique, c'est difficile de prendre quelqu'un qui ne connaît pas ce domaine. Certes, Thibaut, le point dans le domaine technique, c'est que c'est toujours un grand débat. Sur des fonctions commerciales, quand on considère que le sujet commercial, il est d'abord de maîtriser et d'être fort dans les techniques commerciales, le sujet technique vient en second. Alors certes, j'ai un exemple d'un client qui était sur des batteries, sur lequel, oui, il fallait quand même connaître un peu le domaine de l'électricité. Mais finalement, quand on allait au bout de la démarche, on se rendait compte que si le commercial est vraiment là pour générer de l'intérêt, identifier des besoins, identifier des projets, et qu'il peut être aidé en interne, en tout cas au départ, par des équipes qui sont un peu plus techniques, ça ouvre le champ des possibles sur le recrutement. Donc ce point sur le secteur, je vois que vous réagissez beaucoup, est vraiment un point très, très fréquent. Effectivement, le sujet du langage, Nisrine, sur le sujet de quelqu'un qui maîtrise le langage IT, c'est certes, mais IT, c'est assez large. On peut élargir quelqu'un qui a vécu du projet avec du système d'information, quelqu'un qui a été dans le monde des logiciels, quelqu'un qui a été dans les télécoms, dans d'autres domaines qui sont dans la périphérie de l'IT. Ça doit permettre d'élargir. Et effectivement, je vois qu'il y a débat, et j'ai souvent des débats avec des clients qui bloquent et qui sont pas d'accord avec moi sur le sujet du secteur, donc je comprends tout à fait. Alexandra, oui, il y aura un replay. Après, j'espère que vous allez pouvoir continuer avec nous le webinar. C'est quand même beaucoup plus riche. Ok, je peux pas lire tout et répondre à tout, mais en tout cas, ça provoque des retours et c'est très intéressant. Alors maintenant, je vais vous donner quelques clés de réussite qu'on a appliquées et que j'ai envie de transmettre parce que je crois vraiment que ça peut faire bouger la façon de travailler le recrutement commercial. Alors, le premier, c'est que à la place de l'écoute du parcours sur un CV, on va plutôt préparer en amont les compétences commerciales requises et les compétences humaines requises. Donc on peut dire hard skills, soft skills. Et donc ça, c'est une préparation qui va s'ajouter à la fiche de poste, à l'annonce que vous allez faire et dans lequel on va, en tout cas dans la méthode que l'on recommande et que l'on applique, on va reprendre un référentiel de compétences commerciales, on va reprendre un référentiel de compétences humaines dans lequel on va prioriser ce qui est le plus important et ce qui doit être absolument vérifié. Ok ? Merci Alexandra sur le fait d'avoir plus de succès en prenant des commerciaux novices qui veulent découvrir et qui ont la fameuse fibre plutôt que des anciens chefs de projet du secteur. C'est aussi un peu ça, c'est que la nouveauté, la fraîcheur peut amener vraiment une belle action commerciale. Donc là, ce point-là, sur clarifier votre recherche à partir d'un référentiel de compétences, me paraît essentiel. Pour moi, c'est un point qui est, en tout cas, je vais dire clairement, les entreprises avec qui on travaille sur le recrutement, les cabinets avec qui ils bossent ne travaillent pas avec des référentiels. Et moi, ça, je ne comprends pas trop. Parce que pour moi, je suis dans le consulting, il y a des grilles, des tableaux, des matrices dans tous les sens, et donc j'ai un peu du mal. Et donc, en tant que consultant, j'ai fait le job de consultant, j'ai regardé, j'ai mis en place des référentiels pour faire réagir les clients. Donc là, c'est écrit un peu petit, mais en gros, sur le référentiel de compétences commerciales, on va traverser 4 domaines. Les techniques commerciales de prospection et de génération de contacts, les techniques de transformation des affaires, donc les techniques commerciales sur la conduite du process commercial, les techniques relationnelles, donc tout le verbal, les mots, le langage, d'accord, et les techniques comportementales, le non-verbal. On va ajouter à ça, dans certains domaines, la maîtrise de l'offre. Donc, vous l'avez dit, maîtrise de l'IT, du langage IT, par exemple, peut faire partie des éléments.
Donc, dans cette grille et ce référentiel, je peux pas le donner, ça a beaucoup de valeur. Mais en gros, vous avez tous les items qui couvrent la génération de leads et la prospection, et parfois c'est hors périmètre et à ce moment-là, on dit que ce n'est pas nécessaire, ou alors est-ce que c'est prioritaire? Ça nous permet de définir maximum 10 éléments prioritaires sur le métier que va mener le commercial demain. À partir de ces éléments, vous verrez dans le processus, mais ça nous permet de checker. 1, sur le CV, 2, dans la découverte, le questionnement au départ, sur quelques points, et puis par la suite, vous allez voir comment est-ce qu'on le fait, mais c'est très important, parce que commercial, ça veut tout et rien dire. Business developer, account manager, account exécutive, responsable commercial, ingénieur d'affaires, responsable technico-commercial et j'en passe. Déjà, ça, c'est des précisions sur les métiers, mais les métiers ont énormément évolué. Donc aujourd'hui, si on ne repart pas avec un référentiel de compétences, ben on ne sait pas exactement ce que l'on cherche. Et la fiche de poste, notre recommandation, c'est de lui ajouter cette grille avec des priorités qui va vous permettre de vraiment mener de manière analytique le processus de recrutement. De la même manière sur les soft skills, donc là il y en a un peu moins, on va mettre 5 priorités. Est-ce que ce qui est important, c'est l'écoute active, c'est qu'il soit organisé, c'est l'intelligence émotionnelle, ou est-ce que c'est la curiosité, l'esprit d'équipe? Et ce travail est très difficile parce qu'on a envie de tout mettre, de dire en fait il faut qu'il ait toutes les soft skills. Ouais, mais c'est pas possible. Et donc les soft skills et les hard skills va donner un angle à la personne qui mène le recrutement chez vous, ou quand c'est question, ça nous donne un angle nous quand on le fait pour nos clients. Dans les questions, dans la sensibilité, dans tout ça donne vraiment un angle qui est très important. Je veux bien savoir ce que vous en pensez, si ça vous marque, si vous trouvez que c'est intéressant pour vous, si effectivement c'est quelque chose que vous devriez faire bouger. N'hésitez pas à réagir. Nos webinars sont des ateliers qui sont le plus concrets possible. Donc, si tout ce que vous gagnez aujourd'hui en pépites, allez-y, prenez-les parce que c'est le but. Donc, travailler son référentiel hard skills commercial, soft skills, avec un référentiel qui peut être celui de Questio évidemment, mais peut-être d'autres. Et deuxième clé de réussite, avoir un processus orienté candidat. En fait, ce que j'ai souvent vu chez les cabinets de recrutement ou sur certaines RH, c'est que le processus, il est tourné vers soi. Il est tourné vers ce que l'on souhaite faire de notre côté. Et si on est tourné vers son propre processus, on a oublié quelque chose. C'est que le commercial aujourd'hui, il est roi, il a le pouvoir. Il va plutôt falloir l'attirer. Il y en a, sauf si vous êtes une marque très très, très connue, c'est possible, mais vous recevez peut-être 10 demandes par semaine, mais sinon globalement il va falloir aller le chercher. Et donc exactement comme une expérience client, on va parler d'expérience candidat. Cette expérience candidat, vous avez ici le schéma qu'on applique, d'accord? Donc la première chose, en bleu ciel, le candidat n'est pas concerné. C'est vraiment des éléments qui sont dans la préparation. Et là, on va vérifier et on va vraiment bosser sérieusement la proposition de valeur de votre entreprise. C'est-à-dire ce qu'elle offre, ce qu'elle propose aux clients et en quoi c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on travaille ça? C'est qu'un commercial, il a du nez s'il est bon. Et il va tout de suite voir si ce qu'il va avoir à vendre crée de la différence, a du sens, a de l'impact et lui donne envie de porter cette offre auprès d'une clientèle. Donc nous, on va bosser d'abord pour s'assurer que la proposition de valeur, c'est-à-dire votre offre, vos services, vos produits, on n'est pas en train de vendre la même chose que 15 autres entreprises. Donc il y a toujours des éléments différenciants. On va s'assurer qu'ils ressortent et qu'on va pouvoir les mettre en avant. Parce que clairement, un commercial, pour vivre le projet chez vous, il doit s'assurer qu'il est avec des éléments qu'il va pouvoir pitcher, qu'il va pouvoir argumenter, qu'il va pouvoir mettre en avant, qu'il va avoir des atouts auprès de sa clientèle. Et donc ça, on va d'abord s'assurer que c'est fait. Et si nécessaire, on va reclarifier avec des mots-clés, avec des éléments clés, et on va s'assurer que c'est clair aussi dans votre communication. Deuxième élément, on va travailler le ciblage. Donc le ciblage, on va le travailler avec des données visibles, donc secteur, type d'expérience passée, tous les éléments qui sont visibles avec des outils comme LinkedIn ou d'autres bases de données
de candidats, hein, qui sont pas que des outils RH, hein, ça peut être vraiment des bases de données économiques dans lesquelles les commerciaux sont là en général, et comme ils sont commerciaux, ils ont souvent leurs coordonnées qui sont présentes. Et puis on va travailler les messages. Comment on accroche le candidat quand on l'appelle, quand on lui envoie un email, et là on bosse vraiment du marketing tourné candidat. Le marketing tourné candidat, comme on accompagne sur le marketing, on va appliquer les mêmes méthodes de génération de leads pour générer des contacts candidats et les amener à être intéressés d'avoir un appel de notre part. Donc, on appelle le moins possible dans le dur des candidats, on les amène à ce qu'ils fassent la première démarche pour dire « Ah ouais, tiens, je serais intéressé d'en savoir un petit peu plus ». Donc ça, c'est vraiment l'inbound marketing qui est travaillé auprès des candidats. Et on utilise pour ça les outils de marketing, emailing, les outils qui se mettent par-dessus LinkedIn. Et parfois, on va utiliser les outils de recrutement sur LinkedIn, mais certains ne sont pas aussi efficaces que des messages personnalisés auprès de la cible candidate elle-même. Ce qui est en bleu, c'est le processus qu'il va vivre. Là, vous allez voir, l'objectif, c'est que ça lui prenne moins de 2h30 pour avoir une proposition de recrutement. 15 minutes, c'est le premier appel qu'on a avec lui. Puis 15 minutes, si on a validé le premier appel, 15 minutes pour remplir un questionnaire que je vais vous décrire tout à l'heure, qu'on appelle le profil naturel de vente, qui va lui donner des éléments à lui et à nous sur son profil, parce qu'il faut que l'expérience soit intéressante pour lui. Puis l'étape d'assessment, qui sera soit en visio, soit en rendez-vous physique. Je vais vous dire franchement, idéalement en visio, ça peut choquer, mais idéalement en visio pour nous, parce que on va pouvoir enregistrer, regarder le replay, parce que la plupart, enfin 98%, 100% acceptent que ce soit enregistré et qu'on puisse reprendre et analyser les réactions autour de mise en situation de cas d'assessment commercial. Et puis, une fois qu'on a fait cette étape-là, il va être présenté pour un entretien final. Les entreprises qui considèrent que le commercial doit rencontrer 3, 4, 5 personnes en interne, clairement, vous le perdez. C'est comme si vous demandez, c'est comme si vous mettiez un parcours comme chez Ikea pour finalement le faire venir chez vous. Clairement, Ikea, pourquoi est-ce qu'ils font ce parcours-là? Parce qu'ils savent que les clients sont prêts à faire cet effort de se balader pendant 2 heures dans leur rayon. Mais un candidat, s'il n'a pas envie et qu'on lui annonce qu'il va avoir 4 entretiens, clairement, il va lâcher parce qu'il sait que pendant ce temps-là, il ne fait pas son business dans sa boîte actuelle. Donc, il faut pouvoir lui présenter un parcours et une expérience de recrutement qui est courte, qui est rapide. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, quand vous voyez ce parcours, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre parcours est aussi long, court comme celui-ci, ou plus long, et qu'effectivement l'expérience candidat est quelque chose qui serait à bosser de votre côté. Je veux bien avoir vos retours là-dessus. Alors, pendant que vous répondez, je vais préciser quelques éléments sur l'étape 3, le call de 15 minutes. Le call de 15 minutes, il est sur WhatsApp ou sur téléphone et il s'oriente vraiment vers 3 questions majeures. Qu'est-ce que vous avez compris de notre entreprise? Qu'est-ce que vous avez compris du poste? Et en quoi vous considérez que vous avez les attendus pour ce poste. D'accord? Ah oui, donc Caroline, même plus court. Donc effectivement, plus court, waouh, c'est effectivement c'est costaud. Hein. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec des clients pour réduire et arriver à ce schéma. Donc si vous faisiez plus court que ça, effectivement, ça peut avoir des impacts. Donc le premier call de 15 minutes, la personne n'a pas forcément fourni de CV et de lettre de motivation. Le CV, il existe sur LinkedIn. S'il est mal fait, son LinkedIn, et que c'est un commercial en B2B, hein, clairement, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour la suite. Et s'il a envoyé un CV alors qu'on est en recherche, il y a quelque chose qui est bizarre parce que normalement, il n'a pas un CV qui est prêt à chaque fois. Donc, quand on est en démarche de chasse, il faut tout à fait accepter le fait qu'il n'y ait pas de CV qui soit prêt. Donc Peggy, préqualification de 45 minutes, puis si le profil convient, rencontre manager, directeur avec un dernier entretien et simulation de vente. Ok. Donc vous avez des process qui sont assez courts.
Donc ça, c'est intéressant. Le découpage ici, il a aussi un objectif, c'est qu'on fait monter peu à peu l'intérêt du candidat. C'est-à-dire que comme on est dans un schéma dans lequel on est en demande au départ, on va faire en sorte qu'il ait quelque chose à y gagner. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est vraiment très important. Et pour moi, encore une fois, j'essaye de faire bouger des pratiques actuelles. Un candidat que l'on contacte et que l'on chasse, on va considérer qu'on est dans ce schéma-là, il faut qu'il ait quelque chose à y gagner. What's in it for me? Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Alors, j'ai à y gagner peut-être un nouveau job, mais je vais quand même prendre 1h30 à 3 heures de mon temps pour une entreprise que peut-être que je connaissais, mais parfois que je connaissais pas. Donc, est-ce que j'investis ce temps-là? Donc, pour nous, il y a quelques clés très importantes pour qu'il ait vraiment des choses à y gagner. La première chose, c'est que la communication avec le candidat, les méthodes des années 90 dans lesquelles on bousculait les candidats, c'est terminé. Je veux dire, aujourd'hui, ça ne sert à rien, surtout quand on est dans ce démarche où c'est lui qui a le pouvoir. Si vous avez 150 candidats, vous pouvez faire des trucs très compliqués d'une journée d'assessment, des choses qui le bousculent, voir comment il réagit dans des situations. Mais aujourd'hui, la clé, c'est que votre processus, vos questions, ce qu'il vit est le reflet de la culture de votre entreprise. Donc, espérons que vous avez une entreprise qui est plutôt bienveillante. Donc, votre communication doit être bienveillante. Elle doit être constructive. Elle doit permettre au candidat de prendre du recul sur ce qu'il vit aujourd'hui et de l'amener à une réflexion. Ça veut donc dire que vous êtes dans une posture de consultant, de conseiller en recrutement dans lequel il y a une opportunité, mais on ne va pas être focalisé que sur le résultat. Il faut qu'il ait des choses à en retirer. Il faut même qu'il puisse dire « Waouh, j'ai eu telle entreprise au téléphone, c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. » D'accord ? Alors, pour apprendre beaucoup de choses, on va mettre dans le process des éléments qui vont nous amener à le coacher, à lui faire des retours. Et ça, c'est hyper important. Le premier élément qu'on va avoir, c'est par exemple, et vous avez peut-être d'autres idées, mais c'est le profil naturel de vente. Le profil naturel de vente, c'est un questionnaire qui va lui permettre de se rendre compte, est-ce qu'il est plutôt dans une logique d'explorateur-chasseur? Est-ce qu'il est plutôt dans une logique de relationnel? Est-ce qu'il est plutôt dans une logique de conseil chez les clients ou une logique de challenger qui est capable de développer des convictions avec force pour faire bouger, par exemple, un comité de direction sur une décision importante au niveau d'un logiciel. Je prends un exemple au hasard. Donc, son appétence sur les 4 éléments va être importante. Et puis aussi, sur quelle phase commerciale il est le plus à l'aise ou il est le moins à l'aise. D'accord ? Globalement, aujourd'hui, les entreprises ont schématisé en disant farming, hunting, élevage, chasse. C'est quand même un petit peu plus élaboré que ça parce qu'il n'y a pas que cette dimension-là. Il y a aussi dans son style de personnalité, est-ce qu'il va être plutôt en relationnel, mais faire bouger les convictions, ou en relationnel au service d'un client. Vous voyez ? Donc, le profil naturel de vente, c'est le fameux questionnaire qu'il va remplir et dans lequel on va lui présenter le résultat pour le faire réagir. C'est pas un test de personnalité, on peut y ajouter un test de personnalité, c'est tourner vraiment vers la fonction commerciale. Le deuxième élément, c'est qu'on va lui faire vivre dans le processus un assessment. L'assessment, avec le client, on va définir sur une grille de 15 types de situations les 5-6 situations qu'on va lui faire vivre sur 1 heure. Les situations, ça peut être comment est-ce qu'il s'organise, et donc il explique et qu'il développe son organisation. Comment est-ce qu'il utilise les logiciels? Donc là, on va aller pousser un peu loin sur l'utilisation des logiciels CRM. Comment est-ce qu'il fait du ciblage client? Comment est-ce qu'il décide s'il continue avec un client ou pas, si c'est un poste stratégique de grand compte? Comment est-ce qu'il fait de la prospection, de la prise de rendez-vous? D'accord? Ou comment est-ce qu'il fait l'entretien de découverte, de génération d'intérêt? Est-ce qu'il est en posture d'argumenter ou est-ce qu'il va faire du questionnement avec un grand K comme question? Est-ce qu'il va être en capacité de négocier? Donc, vous imaginez bien que sur 1 heure, on peut pas faire tout ça. Donc, parfois, c'est 1h30. Et puis, surtout, on va faire un choix de situation. Et le plus important, c'est que l'assessment, on va lui proposer de lui faire un retour immédiatement, sur le moment. Et donc là, il y a une posture coach qui est très importante, qui lui dit sur quoi il a eu des forces et sur quoi on pense qu'il peut s'améliorer. Quelle que soit la suite du processus, il est débriefé. Ce qui fait que ça va vous permettre de voir sa coachabilité. Est-ce qu'il est ouvert à entendre des retours de la part de son futur manager?
En plus, dans son expérience candidat, il a appris des choses et donc il va trouver ça intéressant. Donc, de toute façon, il y aura une très bonne image pour votre entreprise quand vous faites ça, d'accord ? Et puis, vous avez des éléments parce que vous vous rendez compte sur quoi il est complètement, il n'a pas les compétences. Donc là, Peggy, je crois que c'est Peggy au début sur le sujet des métriques. Au lieu d'être sur des métriques, on va être sur cette fameuse question, sur ces éléments qui vont être mesurés par rapport à sa capacité à avoir mené cette simulation, cette mise en situation. La mise en situation, il y a une grille dans laquelle on va donner des éléments de débrief dans le référentiel de compétences commerciales. Puisque typiquement, si je suis sur la prise de rendez-vous téléphonique prospection, j'ai 4-5 items qui vont me permettre de reboucler sur sa capacité à mener une prospection. Donc, ce n'est pas seulement au feeling sur le moment du manager ou du directeur, parce que du coup, s'il y a plusieurs personnes qui passent, il faut pouvoir débriefer avec une grille. Donc, le candidat a des choses à y gagner, vous avez des choses à y gagner pour pouvoir interagir et échanger, typiquement quand vous êtes dans des fonctions RH, avec des personnes qui sont dans les fonctions commerciales. Le domaine commercial, il faut absolument considérer que c'est comme tous les autres domaines de l'entreprise. On peut tout à fait y poser des grilles, des scores, des analyses pour amener à ce que le choix de la personne soit le bon. La fameuse fibre commerciale, c'est une capacité de conversation, mais c'est pas suffisant. Une conversation dans quelle situation ? Une situation de prospection, une situation de négociation, une situation de questionnement. Vous voyez bien que la conversation ne sera pas suffisante parce que il y a des personnes qui en réalité ont de la conversation, mais face à des personnes disposées à parler. Si j'ai de la conversation, mais que j'ai du mal à rentrer en contact avec un inconnu, je serai pas un bon commercial si votre job chez vous demande de la prospection. Vous voyez ? Donc vraiment, cette logique de la fibre, il faut gratter un peu, il faut voir ce qu'il y a derrière cette fibre. Une fibre relationnelle, mais ok, mais de quelle nature ? Pour quel type de job commercial ? Ok, j'espère que ça vous aide, que vous en retirez déjà des éléments et des pépites. Je veux bien que vous me disiez ce que vous en retirez. Puis la dernière clé de réussite, c'est que lorsque la personne est recrutée, pendant 3 mois, on vous recommande de mettre en place un onboarding de 3 mois avec 3 entretiens d'1 heure sur les 3 premiers mois. Sur les 3 premiers mois, vous faites un point avec le manager et le commercial. Ça va vous permettre d'identifier des points de vigilance. Si vous avez un onboarding, donc déjà, là, ce que je vous présente, la grille, la fiche que vous voyez, là, le plan de travail, le plan d'accompagnement, il est sur des thématiques pour s'assurer qu'on est au rendez-vous des compétences commerciales et du process commercial. Donc nous, en tant que coach commerciaux, on accompagne pour qu'on fasse monter en compétences, évidemment, dans le contexte de l'entreprise qu'il a rejoint. Et puis, on demande à ce que le manager fasse un point avec la RH et le candidat au moins 3 fois en 3 mois. Alors, ça sert à rien que ce soit toutes les 2 semaines, mais à partir du moment où il y a cette écoute, globalement, on devrait quand même diminuer le risque de départ impromptu au dernier moment. Sauf et si ça arrive, alors c'est qu'il y a un problème structurel qui est un peu plus important. Donc, la dernière clé de réussite, c'est l'onboarding. Il est évidemment, je le recommande sur le fait que ses compétences sont au rendez-vous et qu'il monte en compétences pas seulement sur l'offre, mais aussi sur la dimension commerciale. Parce que c'est pas parce qu'il a été commercial et que vous avez validé ses compétences, qu'il va l'appliquer sans spécificité chez vous. Il faut bien qu'il s'adapte à l'environnement, la clientèle, le discours, l'offre, les services, etc. Et puis, il y a ce temps d'écoute d'1 heure tous les mois qui va être super important. J'aimerais bien, avant de finaliser avec vous, savoir ce que vous en retenez. Qu'est-ce que vous sentez qu'est-ce que ça vous donne envie de mettre en place ? Est-ce que c'est le processus ? Est-ce que c'est l'assessment ? Est-ce que c'est le référentiel de compétences commerciales, de soft skills ? Est-ce que c'est le call de 15 minutes ? Voilà, sur quoi vous sentez que vous pourriez déjà modifier votre façon de faire ? Et si vous me dites que que vous voulez tout faire bouger, vous pouvez tout à fait, si vous sentez que vous avez une marche à franchir dans votre façon de recruter. Ce que vous voyez, évidemment, c'est qu'en tant que spécialiste de la performance commerciale, on va assez loin pour que ce soit intéressant pour le commercial et que ce soit intéressant, que ce soit une validation objective sur la compétence. Quels sont les points que vous retenez
Je suis impatient de vous lire là, en finalisation. Qu'est-ce que vous retenez je dirais, des points que j'ai traversés sur les erreurs à éviter et sur les clés de réussite. Donc, je reformule ma question. Qu'est-ce qui vous marque? Quel fait marquant lors de ce webinaire sur ce qu'on a vu ensemble? Ok, Peggy, merci. Difficile dans une société très technique de juger si le commercial est performant durant les 3 premiers mois. Amandine, là-dessus, il y a des métriques. Un commercial, pareil, son onboarding sur les 3 premiers mois, il est, selon moi, à prendre avec un ordre progressif. Est-ce qu'il est capable d'obtenir un rendez-vous? Est-ce qu'il est capable de conduire un rendez-vous? Est-ce qu'il est capable de faire une proposition? Est-ce qu'il est capable de négocier? Ça, c'est un ordre progressif d'arrivée dans l'entreprise. Il n'a pas à tout maîtriser tout de suite. Et donc, ça vous permet aussi, cette courbe d'onboarding, vous permet de valider progressivement les éléments. L'assessment commercial pour Iman, avec des briefs, effectivement. Et ça vous permet de lui donner de la valeur et de lui apporter quelque chose. Le fait de dire que demander une expérience réussie, oui, ok Alexandra, tout à fait. Est-ce que vous allez nous envoyer la présentation? Alors, on fournit le replay, pas la présentation. Ne pas s'accrocher à recruter dans le même secteur. Ok, Manon? Ouais. Bien définir le référentiel de compétences. Ouais. Pour moi, là-dessus, vraiment, c'est un travail qui me paraît être RH avec les métiers et qui vous permet, en tant que RH, pour les personnes qui sont dans le domaine RH, et puis même pour les métiers, de se rendre compte que, bah oui, commercial, c'est quand même un vaste et qu'il y a des points à travailler. Et le référentiel, pour moi, vous permet tout. Permet le coaching par les managers, permet de voir les besoins en formation et puis évidemment le recrutement. Beaucoup de beaux axes d'amélioration, le référentiel, questionnaire hyper intéressant, je vais mettre en œuvre pour les prochains, et surtout ne plus se fier aux histoires. Ouais, tout à fait, top. Donc effectivement, un Peggy revient sur les 3 mois, parce que ça permet vraiment d'avoir un suivi. Et puis, ce que j'ai précisé à la fin, la montée en progression dans ce que vous attendez d'un commercial, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et considérer qu'il y a des choses qui sont visibles à partir dès la première semaine, ou en tout cas les 2 premières semaines, à partir du moment où on met des points d'étape sur des choses qu'il doit réussir à savoir faire par lui-même. Par quel test pouvons-nous passer pour mieux cibler nos recrutements sur des profils types qui ont de la perte quand ils partent? Pour moi, profil naturel de vente et assessment, Mélissa peut vraiment vous aider. Je réponds un peu rapidement. Alors, comment est-ce que nous, on peut aider? On a 2 approches. Une approche de coaching, dans laquelle on vous aide dans le recrutement commercial, et une approche de prestation. Donc, quand on est en coaching ou en prestation, on fait une revue, fiche de poste, rémunération, profil, organisation et rôle, proposition de valeur, d'accord? Et puis, au moment où on aide à la rédaction ou à la revue de l'offre, parce que parfois les offres sont pas très attractives, on bâtit avec vous et on vous aide à bâtir, les référentiels de compétences. Sur la diffusion de l'annonce, on vous coach là-dessus où on le fait, d'accord? Quand on est en coaching, on mène pas le call candidat de 15 minutes, contrairement à la prestation. On mène pas le call, la qualification des candidatures internes, contrairement à la prestation. Et on mène pas la visio qui permet d'avoir un premier feedback. Merci Iman sur le retour par rapport au fait qu'on ne se focalise pas sur le modèle de vente en tant que commercial. Vous l'avez vu comme étant un point qui serait intéressant de valider. Donc, dans le coaching, ce qu'on mène, dans tous les cas, que ce soit en coaching ou en prestation, c'est le questionnaire profil naturel de vente et l'assessment. Parce qu'en tant que spécialiste de la performance commerciale, on fera des retours qui seront assez poussés. Et vous avez ici les 2 formats. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment nous demander ces 2 formats d'accompagnement, qui fait qu'on a une offre d'accompagnement qui est entre 3 500 € et 8 500 €, selon si on est en coaching et prestation. Et encore une fois, dans la prestation, ça va dépendre du type de poste, de la complexité. Mais en gros, globalement, quand on est en coaching, on est 3 fois moins cher qu'un cabinet de recrutement. Et quand on est en prestation, on est 15 à 20% moins cher qu'un cabinet de recrutement. Donc, je vous invite à nous consulter sur ces aspects-là. Et ce que je voulais vous proposer, pour 5 personnes seulement,
c'est de prendre une heure avec 5 personnes séparées, donc ça fait quand même 5 heures. Chaque coaching d'une heure, ça a une valeur de 290 €. Et on propose à 5 personnes d'avoir une revue complète. C'est-à-dire qu'à partir de ce que l'on a vu dans ce webinaire, faire un point avec vous sur le processus, sur l'assessment, sur le référentiel. Bref, vous donnez la possibilité gratuitement. Donc, nous offrons à 5 personnes la possibilité de gratuitement assister, avoir une revue complète de ces méthodes pour vous aider à poursuivre et améliorer vos méthodes de recrutement. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que on ne fait pas ça souvent et on pense qu'aujourd'hui il y a quand même un vrai sujet de valoriser ce métier, de savoir recruter parce qu'on sait que la performance commerciale passe aussi par les ressources présentes dans l'entreprise. Je vous remercie beaucoup de votre présence. J'ai été très heureux de partager avec vous pour la voir. Alors normalement Nicolas a envoyé un formulaire. Si vous souhaitez prendre 20 minutes avec Fabien, ce sera plus que 20 minutes, ce sera entre 20 minutes et 1 heure. Vous devez, il vient de poster le formulaire. Est-ce que vous le voyez? Donc logiquement, Nicolas Boissard vient d'envoyer dans le fil chat. Donc si vous cliquez sur chat, pour ceux qui, normalement vous l'avez, vous avez la possibilité de faire la demande. Ce sera les 5 premiers, tout simplement. Donc, ouais, j'espère que vous avez vite trouvé le lien qui est dans le formulaire. Et je serais heureux d'échanger avec vous dans votre contexte, parce qu'effectivement, un webinaire, la présentation est générale, et c'est sûr que vous devez avoir envie de poser des questions un peu plus spécifiques. Donc, je serais heureux d'échanger avec vous. Merci Françoise, merci pour vos retours, merci Thibaut. Je suis heureux si ça vous apporte des pépites, des éléments que vous pouvez faire bouger. Et puis, si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus, n'hésitez pas à nous solliciter. On reviendra vers vous. Merci Alexandre, merci Manon, à très bientôt. Et puis bon recrutement.